Bonjour chers téléspectateurs de Digital Congo, bienvenue à ce nouveau numéro de questions internationales qui, comme vous le savez, aborde des sujets internationaux de la coopération entre la RDC et d'autres pays du monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité du moment sur le Venezuela, ce qui nous amène à parler de la gestion de Trump. Est-ce que la gestion de Trump n'est pas un danger pour la souveraineté des États? Alors sur ce plateau, je reçois M. Carlos Mupili qui est professeur en droit international. Bonjour monsieur. Bonjour Madame Fifi, je salue tous les téléspectateurs de Digital Congo que j'aime bien. Voilà, merci beaucoup, merci d'être venu. Monsieur Carlos Mupili a un fait qui vient de se dérouler à travers le monde et on ne peut pas ne pas en parler. Un chef d'État en exercice, le président vénézuélien Nicolas Maduro, qui a été enlevé chez lui dans sa résidence lors d'une opération américaine, comme nous avons suivi à travers les médias internationaux. Il a été enlevé pour être jugé aux États-Unis d'Amérique. Alors, que dites-vous de cet acte posé par le président américain? Est-ce qu'il n'a pas quelque part violé la charte de l'ONU? Merci Madame. Tout l'ordre international qui semble être interpellé et se sentir vraiment agrippé par cet acte. Parce que, vous savez, les États-Unis d'Amérique, à travers leur ancien président Roosevelt, c'est le président Roosevelt qui peut dire qui est l'initiateur de l'ONU d'aujourd'hui. Parce qu'avant qu'on parle de l'ONU, Organisation nationale des Nations Unies, il y a eu quand même son ancêtre qui s'appelait Société des Nations. Et que ce soit la Société des Nations, créée après la Première Guerre mondiale, pour éviter toujours les recours à la force, pour prévenir tout ce qui est conflit armé et vouloir que désormais les droits internationaux conventionnels puissent domestiquer juridiquement les relations internationales et qu'il y ait le mécanisme international. Donc d'abord on peut dire international, c'est-à-dire la Société des Nations à l'époque, aujourd'hui Nations Unies, et d'autres mécanismes régionaux pour traiter tout ce qui est des conflits entre États et que l'usage de la force soit banni et qu'on utilise le dialogue. Et c'est comme ça que, après la Première Guerre mondiale, on a créé la Société des Nations, mais malheureusement les États-Unis n'avaient pas ratifié. Et on a vu avec l'agression japonaise quand le Japon a envahi Missouri, c'est-à-dire la partie de la Chine, et Hitler, l'Allemagne de Hitler qui va envahir aussi le pays de Pologne, ce qui a fait qu'on a dit que la Société des Nations, qui est l'ancêtre des Nations Unies, être inefficace. C'est comme ça que le président Roosevelt, avant que la Société des Nations Unies soit dissoute, a proposé aux autres puissances, bien sûr, les puissances qui ont gagné la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale face à Hitler, de créer une nouvelle organisation, soit en disant qu'elle sera très efficace pour éviter qu'il y ait encore une autre guerre mondiale, qu'il n'y ait plus encore des conflits armés entre les États. Et c'est cette organisation-là, Nations Unies, qui va commencer maintenant à arbitrer tout ce qui est contentieux entre les États. Voilà. C'est comme ça qu'ils se sont réunis à Yalta, en Crimée. D'abord l'idée de se répartir leurs zones d'influence et l'idée de créer les Nations Unies. Ils étaient trois.
c'est Roosevelt, le président des États-Unis, qui vient avec cette idée. Il associe Staline, le président de l'URSS, et Churchill, le premier ministre britannique. Voilà. Plus tard, les autres seront maintenant ajoutés, tels que la Chine et la France, après, par la diplomatie de Maréchal de Gaulle. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, nous avons les Nations Unies, avec la Charte des Nations Unies, qui est un instrument juridique international, qui consacre à son article 2 le non-recours à la force, qu'aucun pays n'a droit d'agresser un autre pays, oui. Le respect de l'intégrité territoriale des autres États. Mais c'est les États-Unis, membres permanents du Conseil de sécurité, qui violent cette charte. Voilà. Vraiment, c'est un coup dur sur le droit international public. Et d'ailleurs, nous, étant que des professeurs, des enseignants des secours, nous nous disons qu'on va continuer à enseigner les choses qui risquent d'apparaître comme le mensonge aujourd'hui chez nos étudiants. Justement, vous venez de le dire vous-même, l'ONU, les Nations Unies aujourd'hui a été créée pour réglementer, en fait, régler les différends entre États aujourd'hui. Mais nous constatons qu'il y a certains États qui empiètent les dispositions de Nations Unies. Est-ce qu'il faut encore continuer à compter sur l'ONU? Oui, nous disons toujours, quand on viole une norme, c'est qu'elle existe. Et toute norme, lorsqu'elle est édictée, on sait qu'elle sera violée. Mais le droit a des composantes. L'édiction d'une norme, c'est-à-dire on crée une norme pour organiser la société, pour réguler les relations des hommes. Ici, nous sommes en droit international, c'est-à-dire les différentes relations des États, mais tout en sachant que lorsqu'on viole une norme, ça doit entraîner une sanction contre l'auteur de cette violation. Donc, en droit international, ce sont les États qui sont les sujets primaires du droit international. Maintenant, lorsqu'un État viole une norme internationale, c'est là où on parle de la faiblesse du droit international, sur le plan des sanctions. Qui pour sanctionner les États-Unis d'Amérique. Voilà. Si on était dans un droit national, lorsqu'il y a un gaillard, un homme très fort, parce qu'il a de biceps, parce que c'est un karatéka, parce qu'il est ceinture noire, écrase les faibles ou viole les filles des voisins parce que le voisin n'est pas fort, qu'est-ce qu'on fait? On fait recours à la police, à la justice. La justice amène la police pour l'arrêter. On les juge et puis on les met au cachot jusqu'à la prison. Et quand il est en prison, la société est soulagée parce qu'il est extrait de la société, comme on extrait le microbe. Mais la question maintenant du droit international public, lorsqu'un État viole une norme internationale, comme le cas sous examen, que doit faire l'ONU qui n'a pas de police internationale? Même pour recourir à l'intervention militaire comme le casque bleu, il faut que les autres États puissent contribuer avec leurs armées pour constituer ce qu'on appelle une mission des casques. Et là aussi, il faut que les conseils de sécurité l'acceptent, autorisent, donnent un mandat. Or, nous connaissons la faiblesse du conseil de sécurité avec les droits de veto. Donc, ça ne peut pas passer. Donc, la faiblesse du droit international, ce qui pousse certains auteurs à dire même que c'est un droit imparfait, c'est au niveau de la sanction. Parce qu'on ne peut pas mettre un État en prison comme on mettrait un délinquant en droit national en prison. Voilà. Puisque les États-Unis ont violé une disposition contenue dans la charte de l'ONU et que personne ne peut sanctionner les États-Unis d'Amérique.
Est-ce qu'aujourd'hui, on doit continuer à compter sur la justice internationale? Parce que généralement, lorsqu'un fait, par exemple, je prends le cas de chef de guerre, il y a un problème qui se passe comme ça en Afrique, la justice internationale intervient. Deux fois, on arrête, parfois c'est la CPI, la Cour pénale internationale, qui juge l'auteur de ces crimes, et parfois entre les États, c'est la Cour internationale de justice. Mais pour les États-Unis, il n'y a personne pour sanctionner les États-Unis. Est-ce que, en fait, qu'en est-il? Que doit-on penser de la justice internationale aujourd'hui? Madame Fifi, votre question est très pertinente, mais elle est aussi d'actualité. La réponse n'est pas si simple, elle est très vaste. Oui, parce que demain, ça sera un autre État ou un autre chef d'État qui posera un tel acte qui sera sanctionné. Au moins, ils sont aussi forts que les États-Unis d'Amérique. Il y a le Rwanda qui nous agresse. Oui. Mais quand le Rwanda agresse, la France, la Belgique condamne facilement. Mais quand c'est les États-Unis, vous voyez comment le président Macron balbutie. Il a peur. Mais il trouve une formule courte pour dire le peuple vénézuélien est maintenant libre et libéré de la dictature. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on doit penser de la justice? Est-ce qu'on doit toujours compter sur la justice internationale? Évidemment, j'en viens. C'est qu'il faut admettre qu'en relation internationale, il y a plusieurs conceptions. Nous avons la conception réaliste. Les gens qui disent que la guerre, elle est utile. D'où chaque État doit avoir ses mécanismes de défense. Chaque État, que vous soyez faible, vous devez d'abord être capable de vous prendre en charge militairement. L'exemple d'Afghanistan qui a chassé les Américains. L'exemple de l'Éthiopie où il y avait une opération spéciale, mais on a capturé les Marines. C'était derrière toujours l'unité d'État. On a vu les cas au Vietnam où les États-Unis sont sortis la queue entre les deux pattes. Donc chaque pays doit avoir une armée pour se protéger. Ça c'est la conception réaliste. Mais la conception idéaliste que moi je prône étant que juriste, spécialiste du droit international public, c'est que nous devons quitter de l'état de nature vers l'état politique, où chaque État doit renoncer à sa force, à ses intérêts égoïstes, pour les consacrer à un monstre qu'on peut considérer comme le Léviathan international, donc l'ONU, et que nous tous, nous devons respecter tous ces traités-là, oui, et prévenir à des conflits. Parce que si les Vénézuéliens, si la garde rapprochée du président Nicolas Maduro n'était pas corrompue et qu'il y avait la résistance, les Américains allaient perdre la vie. Et on allait vivre des manifestations devant la Maison Blanche. Parce qu'aux États-Unis, un maritime, il a droit à la vie. Hein. Ce n'est pas comme chez nous en Afrique où un militaire peut mourir au front. Hein. Aux États-Unis, un militaire a droit à la vie. C'est comme ça qu'il développe plus les attaques aériennes. Maintenant, votre question est pertinente parce que vous dites, si c'était en Afrique, on allait voir vite la justice internationale. Il y a la justice internationale qui intervient. Oui, si il y a c'est des instances la CPI, judiciaires pour juger, poursuivre les auteurs de crimes et tout. Ce n'est pas seulement en Afrique. Quand c'était Donald Trump, qui, en Ukraine, le président Poutine, on a vu même la rapidité du procureur de la CPI pour délivrer le mandat contre Poutine, le président. Mais à quoi ça aboutit? C'est de ça ce qu'on dit. La scène internationale, nos amis de relations internationales, parfois ils ont raison. Parce qu'eux, ils vous disent déjà que faites attention
la société internationale marche avec un seul principe, le rapport de force. Parce qu'il n'y a pas une police internationale pour maîtriser le délinquant qui a de biceps. Alors, la question des Africains avec la Cour pénale internationale, déjà pour les États-Unis, ils ne sont pas des États partis de statut de Rome, de la CPI. Et j'étais à La Haye avec le bureau du procureur, même avec madame la présidente de la CPI. Mais tous ces magistrats de la CPI sont menacés par l'administration de Donald Trump. Donald Trump coupe même les cotisations, la contribution américaine pour le fonctionnement de la Cour pénale internationale, tout simplement parce que l'administration de Donald Trump menace les bureaux du procureur de retirer le mandat décerné contre son ami, son allié, Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien. Donc aujourd'hui, vous voyez que même les juges de la CPI sont menacés par l'administration de Donald Trump. Voilà, c'est pourquoi je disais, en fait, est-ce qu'on doit toujours continuer à compter sur ces instances judiciaires internationales, puisqu'elles présentent déjà beaucoup de faiblesses? Mais il faut toujours compter lorsqu'on est faible. Parce que si on ne compte pas, quelle est cette autre alternative? C'est comme dans un droit national. Quand on est fort, on ne compte pas sur la police, hein? On ne compte pas sur la justice. Quand on est fort. Madame, vous êtes une famille de 20 garçons. Et vous êtes en face de vous un petit koulouna avec une machette. Et vous l'encerclez. Parce qu'il vous a déjà ravi, il a ravi à votre petite soeur le téléphone. Vous allez appeler la police. Parce que vous êtes fort. C'est toujours les faibles qui ont besoin de la police. C'est toujours les faibles qui ont besoin de la justice. Souvent, c'est comme ça. Voilà. Et les États faibles, c'est toujours eux qui pensent toujours. Hein, alors que je vous dis, oui, même le droit international public reconnaît le rapport des forces. Alors, et c'est ça. Par rapport à ça, ne peut-on pas dire que l'Afrique est en danger, surtout quand on remarque que c'est la loi du plus fort qui s'installe, hein? Ah, très intéressant. L'Afrique est en danger maintenant. Non. Même ce qui s'est passé au Venezuela. Non, ce n'est pas de l'actualité. Le Venezuela est un pays au moins assez organisé, avec une armée forte. Mais vous voyez ce qu'on a fait au Venezuela. Et là, je parle des pays faibles. Non, je dis aucun président africain, on ne peut pas l'enlever comme on l'a enlevé Nicolas Maduro. Lui, il a été livré par ses généraux. Nicolas Maduro. On ne peut pas enlever le président, même Fathi, même le président Kagame, même le président Museveni, comme on a enlevé Nicolas Maduro. Non. Parce que, madame, qu'on ne vous fasse pas tromper. Parce que je sais que nous sommes une génération qui a grandi avec les films des colonels Braddock, même des Rambo. Même dans l'opération spéciale là qu'ils ont fait contre les messieurs qu'on avait identifié Ben Laden, si c'est vrai, parce que nous connaissons le mode opératoire des Américains, lorsqu'ils capturent quelqu'un, on l'amène, on expose son cadavre et les gens viennent contempler. Ils l'ont fait avec Kadhafi, ils l'ont fait avec Che Guevara. Mais comment ils ne l'ont pas fait avec Ben Laden? Mais supposons que celui-là, c'était le vrai Ben Laden qui a été tué à Ismailabad au Pakistan. Mais il y a eu perte de Marines. Il y a eu un hélicoptère qui a été abattu. Mais là, c'est toute une armée qui était en état d'urgence. Donc, lorsqu'on est dans les combats de tranchées, les combats dans la ville, les combats dans l'immeuble, en tout cas, ça simplifie la force de l'ennemi. Parce que là, les Américains n'utilisent plus des drones.
lorsqu'ils sont dans le palais présidentiel, pour chasser Nicolas, un président africain ou un président vénézuélien, ils n'utiliseront plus les hélicoptères ou des avions de chasse ou des chars de combat. Ça sera un combat corps à corps. Et c'est comme un combat presque dans la jungle. Il n'y a pas vraiment un homme fort. Donc, ce qui s'est passé au Venezuela, c'est un film, hein? C'est une campagne là, bon, la vérité viendra après et ça commence à sortir déjà progressivement. Mais pour les présidents africains, je pense qu'il est temps de développer leur ministère de défense, leur manière de se défendre. Qu'est-ce qu'on peut tirer d'une leçon? Si j'étais un président africain, première chose, les Américains, avant, lorsqu'ils préparaient leur opération spéciale, ils ont fait tout ce qui est simulation par rapport au plan du maison ou du palais, pas de la maison présidentielle ou du palais présidentiel du président Nicolas Maduro. Tout simplement parce que nous les Africains, nous les gens du pays sous-développés, au lieu de donner à notre génie militaire de construire le bâtiment stratégique, on donne toujours aux étrangers pour bâtir. Et quand vous donnez aux étrangers, ils connaissent le plan. Ils connaissent le plan. Souvenez-vous, même de l'opération raid à Entebbe, en Ouganda, contre Idi Amin Dada. Deuxième chose, nous devons être capables de développer notre propre tactique militaire. Et éviter toujours d'envoyer nos généraux être formés ailleurs. Nous, on a toujours pensé que les vrais généraux, ce sont eux qui sont formés aux États-Unis, en Israël, c'est là qu'on donne la meilleure formation. Or, c'est faux, madame. Très faux et archi faux. Un officier formé aux États-Unis, formé en Israël, formé en France, c'est comme un médecin formé en Europe. Pour travailler, il faut lui donner un matériel technologique développé. Mais un médecin formé à Kisangani, formé à Kindu, il n'a pas besoin parfois de l'échographie ou de scanner pour faire son diagnostic. Okay. Et un officier supérieur formé en Israël, qu'est-ce qu'on lui apprend? On lui apprend que un peloton pour se déplacer, il faut avoir un hélicoptère Mi-24 en haut pour le protéger. Chaque soldat doit avoir tel avec la radio. Mais quand il arrive ici au Congo, il ne trouve pas ça. Il devient inefficace. Parce que ce qu'on lui a appris, c'est qu'un bataillon, pour se déplacer, il faut des avions de chasse, des hélicoptères, des chars. Mais lorsqu'il arrive ici pour commander une unité, un bataillon, il trouve d'abord les soldats affamés, les soldats n'ont pas de gilet à balles, et il sera maintenant efficace comment? Donc, ce sont des gens qui sont souvent formés là-bas, faciles à être corrompus. Si j'étais président africain, et les gens qui nous ont fait des espoirs ici, Colonel Mamadou Ndala, il n'a pas fait l'Europe. Ok? Et les Ouazalendo. Voilà. Pourquoi les Ouazalendo résistent là où les mercenaires ils fuient, là où l'armée sud-africaine a fui? Mais les Ouazalendo résistent et ils n'ont jamais été formés par les instructeurs étrangers. Voilà, monsieur ils Carlos, ne connaissent pas la tactique militaire. Nous pouvons développer tout ça. Même avec nos gris-gris, comment on peut développer notre défense? On doit vite filer, on n'a plus beaucoup de temps. Alors, monsieur Maduro, Nicolas est arrêté et quelques griefs lui sont reprochés. Entre autres le narcoterrorisme, le trafic de la cocaïne. Mais nous apprenons que c'est le pétrole du Venezuela qui intéresse les Américains. C'était toujours comme ça. C'est pourquoi, moi, les conseils que je donne aux présidents africains, travaillez d'abord, faites vos pays des vrais États. Parce que, à chaque fois que l'impérialiste veut venir chasser un président africain, il l'a vu toujours dans les deux prétextes. Violation de la démocratie, violation des droits de l'homme. Moi, j'étais à La Haye, j'ai rencontré, vous voyez,
le débat au Conseil de sécurité. La société civile, l'acteur de la société civile qu'on parle là, j'étais avec lui, avec le procureur adjoint de la CPI. Oui. D'ailleurs, on lui prodiguait des conseils. Il a beaucoup parlé contre Nicolas Maduro. Et même là, au débat, il y avait l'Argentine et Venezuela qui s'est acquitté. Nous, on n'a pas eu la parole parce que nous étions en retard de cotisation de 12 500 $. Mais, qu'est-ce qu'il y a? Quand on est un chef d'État africain, vous devez avoir deux attributs. Attribut d'un serviteur du peuple. Travaillez pour votre population. Soyez démocrate. Pas seulement la démocratie à l'européenne. Deux, respectez les droits de l'homme. Ok? Et faites-vous le père de la nation, c'est-à-dire un papa qui aime ses enfants. Un papa ne peut pas voler les biberons des enfants. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Carlos Mopili. Et par rapport à ça, est-ce qu'on peut dire que l'acte posé par le président américain justifie les cas d'agression en Afrique? Par exemple, le Rwanda qui a agressé notre pays. On est à la recherche d'un bien, on est à la recherche de ressources du sous-sol et on agresse le pays. C'est pareil avec ce que Donald Trump vient de faire. Oui, mais ces gens n'ont pas la honte. Et ils marchent toujours avec 2 poids et 2 mesures. Mais aujourd'hui, on parle, ce n'est pas une actualité. C'est parce que Nicolas Maduro a résisté. Mais hier, les autres ne résistaient pas. Si en Afrique, on ne les enlève pas, parce que nous avons des chefs d'État africains qui sont comme des bébés. Ils tremblent devant les ambassadeurs américains, devant les émissaires américains. Et on ne peut pas les enlever parce qu'ils ne résistent pas. Pour être enlevé, c'est-à-dire vous avez été orgueilleux, vous avez résisté. Comment on peut enlever un président américain, un président africain qui lui, c'est si on lui envoie un ambassadeur américain, il tremble déjà. Il obtempère. Ah, okay. Ça ne peut pas arriver. C'est des enfants dociles, c'est des moutons, ok, devant l'Occident. Donc ça ne peut pas. Mais l'Occident a toujours imposé a toujours tué les Lumumba, les Mouzé Kabila. C'est des gens qui ont résisté. Ils ont été assassinés par l'Occident. Donc ça a été toujours comme ça. Quand ils soutiennent le président qui change de constitution en Côte d'Ivoire, en même moment, ils viennent dans un autre pays pour dire non, non, toi tu n'as pas le droit de changer la constitution. Ici au Congo, dans un autre pays, on vous dit vous devez restituer le pouvoir aux civils. Mais dans d'autres pays, ils soutiennent les dirigeants militaires. Donc ils ont toujours de multiples langages. Malheureusement, les intellectuels africains sont des perroquets. Ils répètent tout ce que les Nord écrit. Et voilà, nous resterons toujours dans l'ignorance. Voilà, il faut une décolonisation intellectuelle. Monsieur Carlos Mopili, une autre ambition de Donald Trump, c'est de l'annexion du Groenland, pourtant indépendant et rattaché au Danemark. Est-ce que ce n'est pas encore une nouvelle preuve de Donald Trump qui se prend pour le tout-puissant? Oui, mais c'est pas le tout-puissant, et surtout l'Europe d'aujourd'hui. Il n'y a plus de Gaulle. C'est au moins De Gaulle qui faisait tête. Si Macron était président en 1946-45, la France ne serait pas membre permanent du Conseil de sécurité. Donc, Groenland, Trump peut prendre ça n'importe quand, parce qu'il a les intérêts. Lui, il veut bloquer la navigation. C'est un point stratégique sur les plages géologiques, parce qu'il y a beaucoup de minéraux, mais aussi sur les plans géostratégiques par rapport à la navigation maritime de la Chine et de la Russie. Donc c'est un peu ça. Il y a également des navires russes qui ont été interceptés. Est-ce que par rapport à tout ce qui se passe là, on ne peut pas dire que c'est la 3e guerre mondiale qui est en train de se dessiner? 3e guerre mondiale, je ne pense pas, parce que les gens forts se respectent. Ils savent
Vous n'avez pas vu l'armée américaine venir aider l'armée irakienne. Non, ukrainienne. Ils savent qu'est-ce qui est ligne rouge à ne pas franchir. Donc, je ne pense pas. Et surtout que Poutine n'est pas aussi comme Benjamin Netanyahu. Poutine, c'est quelqu'un qui est cartésien. Et même l'Ukraine a compris que Poutine n'est pas tel qu'on le croyait. C'est quelqu'un qui est comme un peu légaliste. Il respecte un peu la norme internationale. Parce que si Poutine était comme Benjamin Netanyahu, la guerre de l'Ukraine allait déjà prendre fin depuis longtemps. On allait bombarder la maison de Zelensky. En désordre. Mais en oui. désordre. Il allait utiliser l'arme nucléaire. Mais il ne le fait pas. Frapper dans des endroits bien ciblés. Et oui, c'est ça. C'est ça. C'est comme ça qu'on vit une guerre d'usure là-bas. C'est ça. Voilà, Monsieur Carlos Moupil, nous sommes à la fin. Je crois que nous avons largement dépassé le temps nous imparti. Merci d'être venu. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que nous parlions de la gestion de Trump qui peut être une menace pour la souveraineté des États. Voilà, une fois de plus, merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.